Bonjour à toi, j'espère que tu vas bien. On se retrouve aujourd'hui. J'essaye de te retrouver aujourd'hui. Est-ce que tu vois ma bouille dépitée là? Non, parce que je suis dépitée. J'essaye de te retrouver aujourd'hui avec une thématique qui visiblement est très compliquée. Je ne pensais pas qu'elle le serait si violemment, mais je dois très certainement avoir un fichu syndrome de l'imposteur qui fait que j'ai beaucoup de difficultés finalement à lancer ma vidéo. Surprise aujourd'hui. Comme tu le vois dans le titre, comme tu le vois dans le titre, il y a eu des réductions au niveau des mots. Je vais te parler de prévoyance. C'est un sujet que je n'ai jamais abordé sur ma chaîne. En tout cas, je n'en ai jamais fait un sujet spécifique d'une vidéo. Je t'ai parsemé ici et là des informations comme quoi le survivalisme et la prévoyance sont des thématiques qui sont hyper importantes pour moi. Enfin, en tout cas, importantes. Qui sont des thématiques sur lesquelles j'apprends énormément depuis pas mal d'années maintenant. Je ne me considère pas comme survivaliste, tout simplement parce que j'estime, pour moi, prévoyance et survivalisme, on est sur deux niveaux de préparation. La préparation survivaliste nécessite, à mon sens, un certain nombre de paramètres, et notamment au niveau financier et paramètres de vie, que je ne réunis pas dans l'immédiat, et donc je ne peux pas dire que je suis survivaliste. Par contre, je m'intéresse à ce sujet, et à mon petit niveau de pauvre handicapé coincé en plein centre-ville et dans un appartement, j'essaye de mettre en place un certain nombre de stratégies et de tactiques afin de me faciliter les choses ou de limiter l'inconfort le moment où quelque chose peut éventuellement se passer. Et c'est quelque chose que je veux aborder sur ma chaîne depuis fichtrement longtemps et je n'y arrive pas parce que je me dis à chaque fois qu'il faut que je me prépare un petit peu mieux. Et là, je me suis dit, bah, écoute, tu sais quoi, t'es pas en forme, c'est préparé à moitié, mais le sujet est assez important et surtout est assez important au vu des discussions et des conversations que j'ai pu avoir avec les gens autour de moi. Je me rends compte que soit les gens font un peu l'autruche. Alors, je sais que mes mots vont paraître un peu violents, donc je m'en excuse d'avance. Ce que je vais dire n'est absolument pas un jugement ou une critique, mais juste une constatation. Donc vraiment, ne te sens pas... Pardon, ne te sens pas visé si éventuellement tu peux te reconnaître dans les traits que je vais aborder. Mais effectivement, quand je discute avec les gens, je me rends compte que il y a beaucoup de stratégies de l'autruche, soit parce que les gens pensent que il y aura jamais de problème et que tout ce pataquès autour de notamment des coupures d'électricité, c'est juste des mensonges pour nous faire peur. D'autres vont trouver ça trop anxiogène et donc vont faire un petit peu la technique du déni. Ils vont dire non, tout va bien, je m'y intéresserai le moment venu, sauf que le moment venu c'est maintenant. C'est pas quand tout sera dans le noir qu'il va falloir réfléchir à comment on peut se préparer. C'est en amont qu'on se prépare. On est limite même trop tard, mais bon. Je vais quand même vous donner quelques pistes. Donc voilà, aujourd'hui, vidéo difficile pour plein de paramètres. Le fait que je sois pas en forme, le fait que je ne sois pas forcément bien installée, le fait que le sujet est apparemment inconfortable pour moi, même si c'est un sujet qui me tient à cœur. Donc j'espère que tu feras abstraction de tout ça et que tu pourras éventuellement glaner quelques informations dans cette vidéo. Avant de commencer, je veux vraiment que tu comprennes que je ne m'arroge pas le statut de spécialiste du survivalisme ou de la prévoyance. Les informations que je vais te donner aujourd'hui, et ça marche sur toutes les informations que je te donne sur ma chaîne, tu sais qu'à chaque fois je te fais le même refrain, et je ne vais pas changer pour la prévoyance. Je te donne des pistes, je te donne des informations, et libre à toi, et je te conseille vraiment de le faire, d'ensuite aller développer toi-même tes propres investigations, tes propres recherches, parce que forcément que les recherches que j'ai faites vont être forcément, comment est-ce que je peux dire vont forcément être alignées avec ma situation de vie, avec mes problématiques, avec les différentes difficultés que je vais moi pouvoir rencontrer dans mon quotidien. Et donc, il y aura forcément des choses que je n'aurais pas abordées, qui auraient pu être intéressantes pour toi. Donc vraiment à toi de faire ce travail-là de réflexion et de recherche. Je sais que ça n'est pas forcément quelque chose qui est confortable, mais je t'assure que le jour où tu auras une difficulté, tu seras contente ou content d'avoir fait cette préparation en amont. Donc si tu fais partie de cette catégorie qui a tendance un petit peu à faire ça, non, j'ai pas envie de voir, j'ai pas envie de voir parce que c'est anxiogène, s'il te plaît,
c'est Tata Céline qui va te faire la vidéo. Donc ça sera moins anxiogène que d'habitude. J'ai vraiment essayé de trouver un équilibre entre donner les informations, mais ne pas être non plus dans la peur totale. Donc vraiment, essaye de t'intéresser un minimum pour vraiment que tu puisses éventuellement commencer à te faire un minimum de préparation pour le cas où il y ait des petites coupures d'électricité dans ton coin. Je pense que j'ai dit vraiment les informations que j'avais besoin de dire pour l'introduction. Si tu as envie de rester avec moi ou si le sujet t'intéresse un petit peu, j'allais dire te plaire. Non, en général, c'est rare que ça nous plaise de savoir comment on va se préparer pour une coupure d'électricité. Mais au moins, si le sujet t'interpelle, je t'invite à rester avec moi pour la suite de la vidéo. À tout de suite. Dernière précision que je voulais faire, comme je l'ai dit dans l'introduction, je ne suis pas en super méga forme, ce qui explique ma tête de pouilleuse zombie, triple cerne, tout ce que tu veux. Mais voilà, je trouvais vraiment cette vidéo importante à faire et ça fait trop longtemps que je la décale. Et vraiment, je me dis, il faut que je la fasse. Donc si tu as l'impression que je suis essoufflée, c'est un peu le cas. Je n'ai pas fait un marathon juste avant de faire la vidéo, mais tout simplement, bon, pour ceux qui ne me connaissent pas, j'ai une fibromyalgie, ce qui implique un certain nombre de douleurs qui se baladent dans le corps. Et aujourd'hui, à la loterie de la vie, j'ai tapé sur douleurs dans les côtes et dans le dos. Ce qui veut dire qu'à chaque fois que je respire, que j'inspire de l'air dans mon corps, ce qui est un peu nécessaire, on est d'accord, j'ai juste l'impression que j'ai au moins 3 ou 4 poignards qui se plantent dans mes côtes. Et du coup, j'ai beaucoup de difficultés à respirer profondément. Donc je fais des respirations de souris et faire des respirations de souris et parler ne sont pas très compatibles. Donc je suis en train de faire un exercice compliqué et sans filet où j'essaye d'être multitâche et j'essaye de faire de la respiration et de parler en même temps. Donc ça va expliquer que de temps en temps, tu auras l'impression que je suis en train de mourir en live et en HD. Ça n'est pas le cas, rassure-toi, c'est juste une journée normale dans la vie d'une fibromyalgique. Je pense qu'on a dit tout ce qu'on avait à dire. On va pouvoir commencer. Donc déjà, ce que je trouve intéressant, c'est de se dire, ok, coupure d'électricité, nous on va se focaliser forcément, parce qu'on nous bassine ça toute la journée sur les chaînes info, à la radio, etc. Je n'ai pas les chaînes info et je n'ai pas la radio, mais bon, j'ai la même chose sur Internet. Donc, j'ose à peine imaginer la quantité de stress que vous devez emmagasiner lorsque toi qui me regardes, tu es à la fois très intéressé pour les chaînes mainstream et où tu te fais un petit peu de radio lorsque tu es dans ta voiture. Tu dois être littéralement bombardé et je peux comprendre du coup que les sujets te semblent anxiogènes parce qu'ils sont répétés, rabâchés encore et encore sans forcément t'apporter de solution. Donc moi, je vais te trouver important aujourd'hui de te dire que oui, aujourd'hui, au mois de décembre 2022, au moment où est tournée cette vidéo, si tu vois cette vidéo beaucoup plus tard, bonjour à toi, ami du futur, j'espère que la situation s'est arrangée. Bon, si tu regardes cette vidéo, c'est qu'apparemment non, mais bon, on sait jamais. Donc on s'intéresse aujourd'hui, en décembre 2022, aux coupures d'électricité dues à un certain nombre de paramètres. Certains te diront que c'est à cause de l'Ukraine, moi je te dis que ça n'a absolument rien à voir, mais on y reviendra plus tard. Mais il faut comprendre que il peut y avoir énormément de raisons qui expliquent qu'il y ait des coupures d'électricité. Alors je m'en suis noté quelques-unes parce que je veux essayer d'être la plus complète possible. Il peut y avoir la mauvaise gestion nationale, c'est un petit peu la situation dans laquelle on est. Juste pour te dire que la situation de l'Ukraine a juste été la petite goutte d'eau qui a fait que on est dans la merde aujourd'hui. Mais cette problématique-là couvait depuis de nombreuses années, à savoir que des experts dans tout ce qui va toucher à l'énergétique et notamment au nucléaire expliquaient que les politiques qui ont été successives, je ne parle pas que notre cher Poudré Premier actuellement en fonction, mais des prédécesseurs ont eu des politiques successives qui ont fait que dès 2019, ils nous prévoyaient, les experts anticipaient des problématiques sur l'électricité, dans la distribution de l'électricité et dans la stabilité de la distribution de l'électricité pour 2022-2023. Donc même s'il n'y avait pas eu l'Ukraine, de toute façon,
On était en plein dedans et on est dans la période. Donc, ce qu'il faut prendre conscience, du coup, dans ce que je veux te dire là, c'est que oui, là, on va se préparer pour cet hiver, mais c'est quelque chose qui sera très certainement valable pour l'hiver prochain et très probablement pour d'autres circonstances tout au long de l'année. Donc, c'est important que, du coup, d'où l'importance de cette préparation. Parce que c'est quelque chose qui risque de se répéter, tu vois. Donc, mauvaise gestion au niveau national et international, des cyberattaques, et oui, c'est quelque chose qui peut arriver. On en rigole beaucoup parce qu'il y a eu comment on dit, des accusations de cyberattaques. Je me rappelle, c'était le ministre de l'Éducation qui avait expliqué que quand il y avait eu des problèmes sur Parcoursup ou je sais pas quoi, ça avait été une cyberattaque de la Russie. La Russie n'a que ça à foutre de cyberattaquer le ministère de l'Éducation française, mais bref. Mais il s'avère que on est dans un monde qui fonctionne, en tout cas le système de manière globale fonctionne beaucoup d'un point de vue numérique. Mes phrases sont très compliquées à dire, mais j'espère que tu comprends ce que je veux dire. Donc, à partir du moment où il y a une attaque sur ce système numérique, ça met en porte-à-faux tout ce qui va être banque, tout ce qui va être électrique, tout ce qui va être, etc. Donc ça, c'est un point qui peut expliquer que en hiver ou à n'importe quel moment de l'année, on peut avoir des coupures d'électricité parce qu'il va y avoir une cyberattaque. Autre problématique possible qui risque de s'accentuer, et on remarque qu'il y a de plus en plus d'informations qui parlent de ça, c'est tout ce qui va être tempête solaire. Les tempêtes solaires vont occasionner des perturbations électromagnétiques qui peuvent mettre KO l'ensemble de notre système électrique. Donc, ça peut effectivement être une des raisons. Autre problème, les tempêtes basiques qui viennent de la Terre, des tempêtes qui vont faire que des lignes électriques ou des pylônes vont se casser la gueule et donc vont peut-être par effet domino mettre un blackout complet sur l'ensemble du réseau. Alors je pense qu'il y a un certain nombre de sécurités qui font que en général la problématique va vraiment être contenue à une région particulière, mais si le système est déjà défaillant à la base, ça peut causer un effet domino et l'ensemble du système peut s'effondrer et du coup on se retrouve avec des coupures longues. Même difficulté, et je pense que on l'avait rencontré, c'était en 2000 quand il y avait eu la grosse tempête, il me semble. On avait eu une tempête verglaçante, des pluies verglaçantes. Et en fait, le verglas qui se pose sur tout et n'importe quoi, c'est très joli à voir, mais du coup c'est dangereux parce que le verglas va peser sur les lignes électriques et avec le poids du verglas, les lignes peuvent tomber. Donc du coup, on va se retrouver encore une fois avec des secteurs entiers qui vont se retrouver sans électricité. Donc on va avoir différentes catastrophes naturelles. Je pense que j'ai pas forcément besoin de te faire un dessin. Il y a de plus en plus d'inondations. Il y a des tornades maintenant en France. Donc il faut faire attention parce que ce sont des choses qui risquent à un moment donné impacter l'installation électrique et donc qui risquent de causer des coupures d'électricité. Pourquoi est-ce que j'insiste là-dessus? C'est pas pour te mettre de suite en état de crise d'anxiété et pour que tu retournes te coucher et que tu rumines sur ta vie pendant 75 ans. C'est juste pour que tu comprennes encore une fois que la problématique n'est pas juste ciblée à l'hiver 2022-2023. On est sur une problématique qui risque de se répéter à différents moments. D'où l'importance réelle que tu aies un minimum de préparation et que tu saches comment agir, avec quel outil et quoi faire quand la situation va se présenter à toi. Parce qu'on va tous vivre à un moment donné des coupures d'électricité. Si la coupure d'électricité, elle est courte dans le temps, il n'y a pas de problème. On essaye d'être patient et on fait le minimum de choses. Mais par contre, si on est dans une situation de blackout, c'est-à-dire que le système s'effondre complètement, là, ça peut être un peu plus long. Je ne suis pas une spécialiste, mais ça peut mettre, selon les circonstances, plusieurs jours, voire plusieurs semaines, peut-être même quelques mois. Ça, après, j'en sais rien. Comme je t'ai dit, je ne suis absolument pas spécialiste. J'ai pas été creuser le sujet plus loin. Donc là, pour 2022, parce que du coup je reviens un petit peu à la situation qui nous intéresse là, maintenant, tout de suite, et pas à l'hypothétique tempête solaire qu'on aura en 2027, le mois de juin, tu vois, on va essayer d'être pragmatique et organisé. Donc là, en hiver 2022-2023, je vais parler pour la France, parce que j'habite en France, voilà, mais à toi ensuite de te renseigner si tu habites en Belgique, si tu habites au Maroc, si tu habites au Québec, voilà.
te renseigner dans ton coin pour savoir si les mêmes actions vont être posées par les gouvernements, etc. Donc là, je suis navrée, il va falloir vraiment que tu fasses un chouïa plus de recherches. Mais en tout cas, pour la France, ce qui nous pend au nez, là, pour 2022-2023, en tout cas l'hiver 2022-2023, c'est des coupures d'électricité qui vont se présenter soit de manière temporaire et contrôlée, donc ça sera les délestages, soit quelque chose de beaucoup plus compliqué qui sera le blackout total. Donc le délestage, comme je t'ai dit, c'est une coupure d'électricité qui aura été programmée et donc contrôlée et donc a priori temporaire, vraiment très temporaire. Normalement, d'après ce que notre cher gouvernement nous a dit, on serait sur de l'ordre de 2 heures, 3 heures max de coupure d'électricité d'affilée. Maintenant, à voir si c'est quelque chose qui va être tenu, parce que les informations données ne sont pas forcément le reflet de la réalité. En général, c'est l'inverse. Mais bon, ça c'est mon côté complotiste. Je vais essayer de soigner et de faire taire mon côté complotiste. Là, je vais me prendre un petit shot de thé, ça va m'aider. Donc, délestage, coupure limitée dans le temps, temporaire et contrôlée. Quelque chose que tu auras été informé avant, donc tu auras pu faire ta préparation, surtout si tu as vu la vidéo Tata Céline, et bien d'autres vidéos sur l'internet. Et donc contrôler, donc capacité, tu sais que la lumière va revenir, il n'y a aucun problème, il faut juste prendre ton mal en patience et tout va bien aller. Et tu as la deuxième possibilité, et les délestages sont là pour éviter la deuxième possibilité, qui est beaucoup plus embêtante, qui est le blackout. Donc le blackout, c'est en gros, parce que je ne suis pas une spécialiste, donc je ne vais pas pouvoir te donner les noms exacts. Vraiment, là, si c'est un sujet qui t'intéresse, je t'inviterai vraiment à faire tes propres recherches. Mais quand on va parler de blackout total, c'est quand on est vraiment dans la merde et que l'ensemble du système électrique crache parce que il y a des surtensions, des sous-tensions et que du coup, il s'effondre sur lui-même. Et c'est justement pour éviter ce blackout que il y a une mise en place de délestage pour essayer de temporiser un petit peu les choses et de lisser un petit peu tout ça. Si tu veux plus d'infos, vraiment va chercher tout ça. Je ne suis absolument pas une experte, mais je trouvais important de t'expliquer ça parce que du coup, la préparation pour un délestage et la préparation pour un blackout, c'est pas vraiment la même chose. Mais bon, si déjà le fait de parler d'un délestage te provoque un petit peu d'anxiété, on va mettre de côté le blackout. Mais il n'empêche que le raisonnement va être le même. Nécessité de se préparer. La différence entre le délestage et le blackout, c'est que le blackout risque d'être... Dire blackout plusieurs fois à grande vitesse, c'est pas facile. Donc le blackout sera très certainement beaucoup plus allongé dans le temps avec une incertitude, donc pas de contrôle réel sur la situation. Tu vois ce que je veux dire? Alors que le délestage, on appuie sur un bouton pour enclencher le délestage, on appuie sur un bouton pour arrêter le délestage, bim bam boum, c'est réglé, on a évité la catastrophe. Le blackout, c'est... voilà. Donc, ça, comme je te l'ai dit, ça peut durer quelques heures, comme ça peut durer quelques jours, comme ça peut durer quelques semaines. Dépendamment où tu habites, s'il y a des intempéries, s'il y a des difficultés au niveau des infrastructures, bref, il y a tout plein de choses qui font que c'est beaucoup plus compliqué. Donc, la préparation n'est pas totalement la même quand tu as à te préparer à 3 heures de coupure d'électricité ou à 1 semaine de coupure d'électricité. Donc vraiment, la réflexion que tu auras par rapport à la préparation au délestage devra être légèrement plus aboutie si tu veux ou si tu es en capacité de te préparer à un blackout. Moi, je sais que financièrement et de par ma situation, je ne suis pas forcément en capacité de réellement, durablement me préparer pour un blackout. Mais ça ne m'empêche pas de commencer à faire un minimum de préparation. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas parce que tu ne peux pas aller au bout de la préparation que tu t'empêches complètement de commencer à avoir une réflexion et commencer à avoir un minimum de préparation. Donc, maintenant qu'on sait le pourquoi il y a une coupure d'électricité, dans quel contexte elle se présente, délestage ou blackout, maintenant il va être important pour toi de savoir quel va être l'impact sur ton quotidien. Et c'est en ça que je te dis que les informations que je te donne ne seront pas forcément totalement complètes pour toi, parce que c'est quelque chose que je n'envisage pas dans mon quotidien et auquel je n'aurais pas forcément réfléchi. Donc là, ça va encore une fois être à toi de te dire, ok, là maintenant j'ai plus d'électricité,
comment est-ce que je suis impactée dans mon quotidien par rapport à ma vie de famille, par rapport à mon travail, par rapport à mes enfants, par rapport à ma vie de tous les jours. Et c'est vraiment quelque chose que je te conseille à faire. Tu t'installes avec un petit cahier, un petit stylo, et tu réfléchis. Donc moi, ce que je trouve intéressant, c'est de faire, finalement, voilà, je me lève, je réfléchis, je me lève, il n'y a plus d'électricité. Ça pose problème pourquoi? Donc je vais noter, ça va poser problème pour l'hygiène, ça va poser problème pour l'alimentation, etc. Mais tu notes concrètement, dans ton quotidien, quelle est la problématique que tu vas rencontrer. Et ensuite, tu vas commencer à pouvoir réfléchir. Donc tu vois, moi par exemple, je sais que comme tout est électrique chez moi, t'habites en hyper centre-ville, voilà, maintenant là, c'est rare qu'on ait autre chose que de l'électricité dans les appartements, surtout dans les HLM. Donc, du coup, j'ai plusieurs paramètres à en prendre en compte, mais par contre, mes circonstances de vie font que je suis seule, je n'ai pas d'enfant, j'ai juste une poilue à m'occuper. Donc, j'ai un certain nombre de paramètres qui ne sont pas à prendre en compte. Donc toi, il va falloir que tu prennes en compte si tu as des enfants, si tu as une personne à charge qui est, par exemple, sous respirateur, si tu as une activité professionnelle qui nécessite que tu utilises l'électricité. Voilà, donc tout ça, il faut que tu le prennes en compte. Je vais, dans quelques instants, te parler point par point de certains postes qui sont importants. Mais avant, je voulais te parler de certaines choses qu'on a tendance à oublier quand on se dit « Oh, il va y avoir une coupure d'électricité ». Le premier point qu'on oublie assez souvent, c'est quelque chose auquel moi je ne pense pas forcément, donc peut-être que pour toi c'est la même chose. Quand il y a des coupures d'électricité, tu ne pourras pas forcément faire de transactions financières. Donc si tu décides d'aller au supermarché du coin, le module carte bleue ne fonctionnera pas. Le distributeur de billets ne fonctionnera pas. Donc il est fort conseillé, ça c'est quelque chose que je te conseille de toute façon, encore une fois je ne suis pas une spécialiste financière, donc moi je ne vois qu'à mon petit niveau, mais je conseille toujours d'avoir un petit peu, quelques billets, tu vois, de côté, pour le au cas où tu ne puisses pas payer avec ta carte bancaire, parce que c'est un peu notre meilleur ami, hein, la carte bancaire, mais on se trouve bien con quand la personne à la caisse elle nous dit « Ah, pardon, mais mon module carte bancaire ne marche pas ». Voilà, donc toujours prévoir, avoir quelques billets. Si tu peux te permettre une centaine d'euros, mais en petite coupure, mais si tu peux pas te permettre autant, je ne peux pas me permettre autant, mais avoir au moins un petit 50 euros en billet de 20 ou en billet de 10, voire même en billet de 5, histoire de pouvoir faire 2-3 courses, parce que dans le meilleur des mondes, tu auras déjà un petit peu de réserve, tu vois. Donc vraiment pour le truc que tu aurais oublié ou qui te manquait et que tu avais prévu d'acheter dans quelques jours, mais que là, il faut vraiment que tu achètes maintenant pour préparer le au cas où. Donc, argent, éviter, du coup, prendre en compte que ta carte bancaire ne pourra pas être utilisée, les virements ne pourront pas être faits automatiquement, donc prendre en compte ça. Autre point qu'on oublie aussi, qu'on a tendance à oublier, c'est que dans le même ordre d'idée, les pompes à essence ne fonctionneront pas. Elles ne fonctionneront pas. C'est mieux si j'accorde. Donc là, il se trouve qu'on a récupéré, je crois, il me semble à peu près, des pompes à essence qui t'apportent de l'essence, il me semble. C'est pas un sujet qui m'intéresse parce que j'ai pas de véhicule, mais il me semble que la situation est revenue à peu près à la normale. Mais s'il y a des coupures d'électricité, comme la majorité des pompes à essence sont... il y en a quelques-unes qui ont encore un guichet et qui sont manuelles, mais encore, non, je suis pas sûre. Parce que moi, j'imagine par rapport au paiement, mais même la pompe à essence en tant que telle, elle est avec de l'électronique dedans. Donc si ça, il y a des coupures d'électricité, ça marchera pas. Donc les jours où tu entends parler, parce que pour la France, par rapport au délestage, on sera informé en amont. Les jours où, 3 jours avant, normalement, on est informé. Alors ça, c'est une autre information que je voulais te donner et que j'ai oubliée. Au niveau des délestages, le gouvernement nous a pondu une application, forcément. Notre gouvernement, il nous pond soit des numéros verts, soit une application. On a eu l'application. Donc si c'est quelque chose que tu as envie de faire, tu peux te télécharger l'application, elle s'appelle EcoWatt. Moi personnellement, je n'ai pas forcément envie de télécharger une application du gouvernement, c'est mon côté complotiste. Attends, je rebois du thé, ça va m'aider. Donc, je n'ai pas envie de télécharger cette application sur mon téléphone, mais il faut savoir que tu peux aussi avoir un site internet qui, du coup, te donne exactement les mêmes informations, à savoir la situation du moment, et elle te prévient donc 3 jours avant
s'il y a un risque de délestage. Elle te prévient la veille pour te confirmer le délestage. Et il me semble que la journée même, elle te le redit. Je suis pas sûre, ça sera à vérifier, mais en tout cas, tu es prévenu à l'avance. Donc par exemple, si on te dit, là on est quoi? On est quoi aujourd'hui? On est jeudi. Donc jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Bon ben dimanche, il y aura un délestage. Tu sais que le lundi, il faut que toi tu ailles faire il faut que tu te déplaces. Et donc il faut que tu aies de l'essence dans ta voiture et que ton plein il est. Et ben du coup tu vas dès le jeudi, tu vas anticiper les choses et tu vas aller faire ton plein d'essence, même si c'est pas quelque chose que tu avais prévu. Tu anticipes les choses. Parce que c'est pas le dimanche soir quand tu seras en pleine coupure d'électricité que tu vas dire mince, il aurait fallu que je me fasse un plein d'essence. Donc au mieux le plein. Non, au pire, juste le plein, et si tu peux te permettre, et s'il n'y a pas de pénurie dans ton coin, s'il te plaît, ne fais pas l'abruti de prendre des litres et des litres d'essence alors que tu as 75 personnes qui attendent derrière. Si tu peux te permettre et qu'il n'y a pas de pénurie, tu fais, je crois que tu es quand même limité dans le temps, mais je crois que tu peux faire 1 ou 2 jerrycans. Mais là, avoir vraiment, je veux pas te mettre, te mettre dans la panade, questionne quand même la station essence où tu vas, mais ça peut être intéressant d'avoir 1 ou 2 bidons d'avance pour le au cas où. Ça peut toujours servir. C'est beaucoup plus facile quand tu es en maison pour stocker tout ça que quand tu es en appartement. Mais bon, je te donne les infos, après voilà, hein, tu avises en fonction de ta situation. Autre point important, et là je vais juste te donner le point et je n'ai absolument aucune solution. Ça c'est la chose anxiogène. S'il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas d'alarme. Donc tout ce qui est système de sécurité que tu as pu mettre dans ton logement ou dans ton commerce, eh bien du coup ça fonctionnera plus. Donc voilà, j'ai pas de solution. Je te conseille pas de te rester au milieu de ton appart avec une batte de baseball et d'attendre que éventuellement il y ait des voleurs qui viennent chez toi, mais c'est une des choses qu'il faut que tu prennes en compte. Voilà. Autre point un peu plus problématique, enfin tout le reste était problématique aussi, mais ça c'est vrai qu'on a un peu de difficulté de se dire « Oh mon Dieu, comment on va faire ?» S'il n'y a pas d'électricité, il y a très probablement tout ce qui va être antenne de communication vont être HS, et donc tu n'auras plus de téléphone. Enfin, si, tu auras toujours ton téléphone, mais il te servira de lampe de poche, jusqu'à ce que la batterie soit vide. Et une fois que la batterie sera vide, bah... de quel pied? Ou de quelle porte? Donc à prendre en compte, surtout si tu as par exemple des enfants, je sais pas moi, alors normalement le blackout comme je t'ai dit, enfin pas le blackout, on va pas se porter la poisse, mais le délestage est prévenu plusieurs jours à l'avance, mais imaginons il y a une panne subite, c'est déjà arrivé à Paris là, il y a quelques jours, ils ont eu une panne du réseau et il n'y avait plus du tout d'électricité sur une partie de Paris. Imaginons que ça arrive et que ça arrive en journée, établissez un plan avec les membres de la famille. Si ce sont les petits primaires, normalement, je pense que l'école va pallier et a sa propre tactique et sa propre stratégie qui est mise en place. Et normalement, tu es déjà informé de comment vont se passer les choses. Mais si par exemple, tu as des lycéens, essayez de vous organiser en vous disant, bon ben voilà, s'il y a le moindre problème et que le lycée vous renvoie chez vous, mais que les trams marchent pas, que tout ça, on se donne un point de rendez-vous à un endroit et moi je viens te chercher et voilà, tu récupères toutes les personnes que tu as récupérées et vous rentrez chez vous en sécurité. Mais en tout cas, essaye d'avoir vraiment ce point-là, mais ça peut être valable pour tout et n'importe quoi. Je sais que c'est un sujet qui est beaucoup abordé dans tout ce qui est survivalisme et prévoyance, que ce soit pour un problème d'électricité ou ce qu'on va appeler communément une rupture de la normalité. Ça, c'est un terme qu'on entend beaucoup quand on s'intéresse au survivalisme. Dès qu'il y a une rupture de la normalité, catastrophe naturelle, etc., ça peut être intéressant d'avoir défini avec ta famille, donc ton mari, ta femme, tes enfants, surtout s'ils sont en âge d'être un minimum autonome, et puis éventuellement d'autres membres de la famille, de vous donner un point de rendez-vous où du coup vous centralisez tout le monde et ensuite vous partez soit à votre domicile, soit vers un domicile de repli. Ça peut être quelque chose d'intéressant à avoir pour le au cas où dans la vie de tous les jours. Là, en l'occurrence, donc prévoir un point de rendez-vous pour le au cas où il y a un problème, mais aussi éventuellement anticiper les choses.
Si tu sais que mamie Germaine, elle est pas malade, mais elle est un peu faiblarde, et puis elle est pas en super forme, et puis elle toussote un petit peu, elle a pas le Covid, mais voilà. Et t'as pas envie de la laisser toute seule sans forcément prendre d'informations, bah du coup tu peux anticiper les choses, on a l'information 3 jours avant, bah tu fais venir mamie Germaine chez toi le temps qu'il faut, si c'est que pour prendre le thé et discuter à la lueur d'une chandelle, mais au moins tu es sécurisé et tu sais qu'il n'y a pas de problème. Ça peut être valable avec ton voisin, ta voisine qui est un peu fragile et qui est un peu toute seule. Voilà, on centralise un peu tout le monde au même endroit, comme ça il n'y a pas de problème de mince, je peux pas contacter un tel et puis elle habite trop loin. Au moins, voilà, on se regroupe et on fait bloc contre l'adversité. Là encore une fois, ça te paraît ridicule pour un délestage de peut-être 2 heures ou 3 heures, mais s'il y a des pénuries plus importantes, ça peut être intéressant d'anticiper les choses et d'avoir cette optique-là, de te dire, voilà, je sais que je ne serai pas tranquille parce que je ne pourrai pas contacter un tel qui risque s'inquiéter, qui risque d'être un peu perdu, dans sa maison. Des fois, il en faut pas beaucoup. Hein. Tu sais, moi, j'ai été assistante de vie pendant des années et on a beau être en face de personnes qui ont vécu des choses parfois très compliquées, elles ont vécu la guerre, elles ont vécu plein de choses, mais elles sont tellement habituées à une petite routine que si on brise un petit peu cette petite routine et ce petit quotidien un peu plan-plan, ben, ça peut les perturber complètement. Donc, ça peut être intéressant du coup de les rapprocher de bipèdes humains qui vont du coup les rassurer et puis être présents autour, même si c'est que pour 2 heures ou 3 heures. Je vais juste... Oui ma chérie, tu veux dire quelque chose? Bon, ben, vous avez le miaou de la poêle. Non, ma chérie, c'est pas l'heure. Ah ben oui, c'est un miaou mignon, mais c'est toujours pas l'heure. Non. Autre point à aborder, et là j'ai... Enfin, si j'ai des solutions, mais pas forcément parfaites. S'il y a des coupures d'électricité, il y a forcément, possiblement, des coupures d'eau. Et des coupures d'eau à la consommation, donc au robinet ou à la douche, mais des coupures également au niveau des toilettes. Donc, voilà, c'est un sujet délicat. Donc, pour tout ce qui est consommation, bah, c'est intéressant, je pense que je l'aborde à un moment donné. Tout ce qui va être consommation, c'est intéressant d'avoir des bidons, des bouteilles d'eau que tu vas garder chez toi. Même quand on est en appart, on arrive toujours à trouver un endroit où on peut essayer de planquer des bouteilles. Si c'est des bouteilles de 1 litre ou 2 litres, tu les mets sous le lit s'il faut. Moi, j'ai des bidons de 5 litres, j'ai des bouteilles de 1 litre ou de 2 litres, je sais plus. Enfin, en tout cas, j'en ai quelques-unes. Donc ça peut être utile pour tout ce qui va être consommation et éventuellement cuisson des aliments. Et si tu as la chance de vivre en maison, je pense que je vais répéter tout ça, mais c'est pas grave, je le répéterai tout à l'heure. Si tu as la chance de vivre en maison ou si tu as un balcon, même si tu es en appartement, tu peux essayer de faire de la récupération d'eau de pluie. Et du coup, cette eau pourra te servir éventuellement pour le ménage ou pour les WC, etc. Prévoir de l'eau donc pour boire et pour l'hygiène. Et du coup, éviter d'utiliser les WC parce que tu vois, tu peux pas tirer la chasse, mais toi, tu vas continuer à aller aux toilettes et tu vas rajouter du papier. Et du coup, quand tu pourras tirer la chasse, du coup, ton WC sera bloqué. Donc, je t'avoue que je n'ai pas forcément de méthode. Pourquoi j'ai eu un accent bizarre là? De méthode. Bref, j'ai pas forcément de solution parfaite, encore plus en appartement, mis à part avoir le seau hygiénique avec éventuellement un sac poubelle que tu mets à l'intérieur et éventuellement fonctionner avec soit de la sciure de bois, soit de la litière de chat pour essayer que l'urine soit absorbée par ce matériau-là et que du coup ensuite tu puisses jeter le sac. Tu mets plusieurs couches quand même pour éviter que tout ça dégouline dans la poubelle. Mais voilà, c'est une solution parmi tant d'autres. Je vais pas développer plus. Après, comme je te dis, ça sera à toi à développer. Mais voilà, ce sont des sujets qu'on a tendance à oublier et qui sont finalement des points importants à prendre en compte. Alors, maintenant, on va commencer avec les différents points, les différentes thématiques, les différents pôles que j'estime importants à prendre en compte et à avoir une réflexion importante par rapport à ses besoins dans le quotidien. Donc, premier point, alors il n'y a pas forcément de super important au début et pas important après.
j'ai fait en fonction de ce qui me venait en tête. Donc vraiment, ne te focalise pas sur les premiers points parce que tu dis c'est ça qui est important. Le premier point sur lequel j'ai réfléchi, c'est la lumière. Forcément, c'est en général comme ça qu'on se rend compte qu'on n'a plus d'électricité. Je clique, on veut allumer la lumière. Ah, ça marche pas. Ouh, flûte. Donc, plusieurs options s'offrent à toi. Forcément, dès que tu n'as plus de courant, la première chose qui va te venir en tête, ça va être d'allumer des bougies. C'est charmant, ça donne une ambiance, mais c'est à mon avis pas la chose la plus économique et la plus efficace. C'est intéressant d'en avoir parce que ça peut toujours servir en lumière d'appoint, mais d'autant plus si tu as des enfants, ça peut être dangereux. Enfants et animaux, je suis pas forcément super fan parce que nos animaux, on les adore, mais il faut avouer que parfois, ils sont un peu cons. Hein. Je vais pas détailler, n'est-ce pas? Mais un animal, il va être parfois attiré par la flamme et il suffit qu'il ne soit pas très précautionneux pour qu'il se brûle les moustaches ou qu'il décide de mettre le feu à sa queue. Voilà, c'est du vécu. Donc, faire attention, mettre ça hors de portée des enfants et des animaux. Alors les animaux, c'est encore plus compliqué parce qu'ils vont monter sur les tables, etc., surtout les chats. Donc, en général, moi, je vais plutôt te conseiller quelque chose qui ressemble à ça. Donc ça s'appelle une lampe tempête, mais tu vas avoir les lampes à pétrole. Tu as les jolies lampes à pétrole, tu sais, que tu peux trouver dans les brocantes ou dans les vides-greniers, où tu as vraiment un élément rond, où tu vas avoir du coup la mèche, hein, comme ici, avec un réservoir où tu as ton combustible, mais tu vas avoir un joli cône en verre qui va être très joli. Ça, c'était totalement des trucs qui étaient utilisés dans les foyers avant que l'électricité arrive. Donc c'est quelque chose éventuellement que je te conseille, plus que la lumière à la bougie, parce que déjà c'est un minimum plus sécuritaire, même si il faut quand même faire gaffe. Hein. Moi je pars du principe qu'à partir du moment où tu sors les bougies, où tu sors les lampes à pétrole et tout ça, essaye quand même d'avoir à la portée de main un extincteur, surtout si en plus tu vas cuisiner au gaz, etc. Donc vraiment, sécurité, sécurité, sécurité. C'est pas parce qu'on est perturbé dans notre quotidien qu'il faut faire des conneries. Donc, pour moi, tout ce qui est lampe comme ça, c'est plus efficace parce que ça a quand même un rayon de luminosité qui est quand même beaucoup plus important qu'une bougie. Et un minimum plus sécuritaire. Et surtout, tu peux te déplacer avec en fait. Hein. Avec la bougie, c'est un peu plus compliqué. Donc voilà. Alors... Ensuite, forcément, tu vas avoir tout ce qui est lampe de poche, lampe à dynamo. Moi, j'en ai une que je peux te présenter. Elle fait beaucoup de choses en même temps. Donc, radio, batterie externe, lumière. Et je crois qu'on est bon. Ouais, c'est ça. Mais tu peux trouver aussi des lampes, juste la lampe qui fait lampe, dynamo. Ça peut être intéressant parce que du coup, si pour une raison quelconque, tu n'as pas ou plus de batterie pile, du coup tu peux quand même faire fonctionner ton appareil. C'est vraiment pas compliqué, tu vois, tu utilises et tu fais tourner ça, surtout si tu as des enfants, ça va leur donner envie pendant 5 minutes et après ça va les saouler. Autre option aussi au niveau des lampes, moi c'est quelque chose que je n'ai pas mais c'est quelque chose que j'aimerais vraiment acheter, c'est une lampe frontale. C'est-à-dire une lampe, en général, elles sont assez petites, elles sont assez compactes, mais il y a un élastique qui du coup te permet de pouvoir le porter sur la tête. Alors oui, ça n'est pas esthétique, mais voilà, quand tu es en système, tu es en période de blackout ou de coupure d'électricité, on s'en fout un petit peu hein, du style. On va essayer de trouver le côté pratique et efficace. Et là, c'est pratique et efficace parce que tu as une lumière et tu n'as pas besoin de tenir ou essayer de caler malencontreusement avec un système approximatif à la MacGyver ta lumière pour pouvoir être en capacité de faire ce que tu as à faire dans ta journée ou surtout le soir. Voilà, ça serait un peu ballot que tu te coupes le doigt parce que ta lumière n'éclaire pas ta planche à découper. Donc voilà. Donc ça, ce sont les points que je trouve intéressants. Un autre point intéressant, surtout si tu as des escaliers et que tu n'as pas envie de rapatrier tout le monde au rez-de-chaussée, que tu as tendance à te réveiller dans la nuit avec un peu la tête dans le cul et où tu es un peu paumé, oui, ça arrive. Ou si tu as des enfants, dans ces cas-là, moi je te conseille d'investir dans des petites lampes à détecteur de mouvement. Je t'avoue que je n'ai pas été faire de recherche pour savoir combien ça coûte, d'où l'importance de faire toi-même tes recherches et tes propres investigations, mais ça peut à mon avis être quelque chose d'intéressant d'en mettre une au début des marches, une au milieu et une à la fin des marches, juste pour cadrer les choses et être sûr que personne ne descende au rez-de-chaussée en version express. Ça serait un peu dommage. Donc voilà, pour la lumière, c'est les informations que j'ai notées.
Si tu ne peux pas t'acheter de lampe dynamo, de lampe frontale, etc., bien entendu que même si tu as des bougies, ça sera parfait. Tu vois ce que je veux dire? C'est, tu prends la bougie, ensuite tu peux te permettre d'acheter une lampe à dynamo, tu achètes une lampe à dynamo, tu peux te permettre d'acheter en plus de la bougie et de la lampe à dynamo, une lampe frontale, tu prends. Là, l'intérêt, c'est d'avoir différentes sources possibles. Essaye de toujours avoir, tu vois, tout à l'heure, je vais te parler d'avoir des allumettes, d'avoir des briquets. Essaye toujours d'avoir au moins 2 ou 3 briquets, au moins 2 ou 3 paquets d'allumettes, d'avoir plusieurs exemplaires de quelque chose. Donc si dans ta source lumineuse, tu as bougie, tu as lampe de poche basique, lampe de poche dynamo et lampe frontale, c'est parfait parce que si tu en as une qui tombe en panne pour X ou Y raison, ben, tu auras toujours une solution de secours qui te permettra de continuer à être illuminé pendant la période nécessaire. Autre point également à prendre en compte, tout ce qui est côté thermique. Je suis vraiment désolée, ça doit être hyper agaçant de m'entendre tousser, mais là, je sais pas, ça me prend là tout d'un coup. Je sais pas si c'est vraiment parce que je me sens pas légitime, j'en sais rien, que ça me bloque vraiment ici, mais bon, je suis navrée. Donc pour tout ce qui est thermique, donc la chaleur, si tu as la chance d'habiter en maison avec une cheminée, kiff, voilà. Mais si comme moi tu habites en appartement et que la seule source d'électricité, la seule source de chauffage et de chaleur que tu as, ce sont tes radiateurs électriques, et bien tu es un peu dans le caca, voilà. Donc dans ces cas-là, il n'y a pas 46 millions de solutions. Encore une fois, si tu es en appartement, ça va être compliqué parce que normalement ça n'est pas autorisé, mais tu peux avoir les poêles à gaz, les poêles à pétrole. Si tu optes pour ces options-là, fais attention de ne pas sortir des clous au niveau légal si tu es en HLM, surtout ça. Et quoi qu'il en soit, que ce soit maison ou HLM, faire très attention avec ces sources de chauffage et essayer de... Non, c'est pas essayer, c'est tu investis en parallèle de tout ça dans un détecteur de monoxyde de carbone. Encore une fois, c'est comme pour la lumière, c'est pas parce qu'on est dans une situation dégradée qu'il faut faire des conneries et qu'il faut faire tout et n'importe quoi. Ça peut être une source... les intoxications en monoxyde de carbone créent des problèmes tous les ans et ça serait ballot du coup de se rendre malade pour une préparation un peu approximative. Donc à partir du moment où tu n'as pas une source de chaleur propre, entre guillemets, tu investis tout le temps dans... tu as un poêle à gaz, un poêle à pétrole, un poêle... bref, tout ça, tu prends un détecteur de monoxyde de carbone. T'as ta Céline, sinon elle va t'engueuler. Et vraiment, si tu n'es comme moi, hein, que tu ne peux pas avoir tout ça parce que vraiment HLM, tu n'as pas le droit hein, normalement d'avoir une bouteille de gaz. Cela dit, j'ai des petites bonbonnes de gaz, mais bon, j'ai pas les grosses bouteilles de gaz. Donc bon. Donc en appartement, du coup, tu vas multiplier les couches de vêtements. Tu essayes de faire en sorte d'avoir quelques couvertures pour te réchauffer. Les couvertures en laine, 100% laine, sont mieux, mais elles coûtent beaucoup plus cher. Donc des couvertures polaires, tu multiplies les vêtements, tu mets des bonnets, des chaussettes, enfin bon bref, je ne vais pas t'apprendre tout ça. Si tu habites dans un endroit vraiment où les températures sont très très basses, voire négatives, je te conseille d'investir dans tout ce qui est habits de ski. Oui, ça fait shrunk quand tu marches, oui c'est gros, oui, c'est chiant et encombrant, mais tu seras bien content d'avoir tes fesses au chaud quand il fera proche de zéro dans ton logement. Bon, là, j'exagère peut-être un petit peu beaucoup, mais voilà, ça peut être une option qui peut être intéressante. Autre solution intéressante également, ça va être la bouillotte. J'en ai une actuellement dans mon dos. C'est pas que d'un point de vue confort thermique, c'est aussi pour les douleurs. Mais du coup, tu priorises la bonne vieille bouillotte caoutchouc, tu vois, où tu la remplis d'eau chaude. En sachant que les bouillottes au sarrasin, au noyau de cerise, normalement il faut que tu les mettes au micro-ondes et s'il n'y a pas d'électricité, ton micro-ondes ne sert à rien. Donc, bouillotte à eau, en caoutchouc, elle te coûte 9 à 10 euros, tu achètes ça dans n'importe quelle pharmacie, il y en a même dans les supermarchés. Oui, c'est moche, mais c'est utile. Donc, je t'invite à avoir ça de ton côté. Sinon, il y a la méthode, mais je sais pas, c'est quelque chose qui me fait peur, moi. La bonne vieille méthode de nos grands-mères avec la brique. Donc, mettre une brique proche quand tu as une cheminée ou une source, un poêle, etc., un poêle à bois. Tu mets la brique
sur le foyer, je pense, je sais pas si tu le mets dans le feu, pour que la brique, elle emmagasine la chaleur, et ensuite, toi, tu enroules ça dans un vêtement, enfin, dans une serviette ou un truc comme ça, et tu mets ça dans ton lit. Mais moi, j'ai peur que la serviette prenne feu, et que le lit prenne feu. Donc, bon, questionner sa grand-mère, si tu as la chance d'avoir une grand-mère, pose-lui la question de comment elle utilisait la brique pour tenir chaud le lit. Ça peut être une solution intéressante si tu as un poêle à bois, etc. Sur Pinterest, j'ai été tombée sur un post, si j'y pense, parce que j'ai un peu une mémoire de poisson rouge, j'essaierai de te mettre ça quelque part par là. Je n'ai plus la source, donc ne me demandez pas la source, hein, c'est le problème de Pinterest, tu trouves beaucoup de choses, mais les sources sont parfois un peu perdues en cours de route. Mais une personne qui montrait un système D c'était aux États-Unis, je crois que c'était au Texas, ils avaient eu des coupures d'électricité parce qu'ils s'étaient retrouvés avec de la neige, un truc de dingue. Donc déjà, ils sont pas habitués à avoir de la neige dans cette région-là, et en plus, ils avaient eu une pacasse de neige, et du coup, il y avait eu tout leur réseau électrique qui était tombé en panne. Et du coup, pour se réchauffer, parce que ils sont pas habitués, ils sont pas équipés, ils avaient trouvé des systèmes D. Déjà, ils avaient installé le lit, notamment pour les enfants, ça c'est cool, ça va leur faire un petit côté jeu camping, ça va déstresser un petit peu la situation. Mais du coup, ils mettaient le lit des enfants dans une tente. Et du coup, d'avoir un espace clos permet en fait d'emmagasiner la chaleur plus longtemps et du coup de garder l'espace un peu plus chaud qu'à l'extérieur. Donc ça peut être quelque chose d'intéressant. Et d'autres personnes avaient fait un système, bon moi c'est quelque chose qui serait un peu dangereux pour moi, mais du coup elles avaient installé leur lit, en tout cas leur matelas, en dessous de la table, et elles avaient posé par-dessus en fait des couvertures, des couettes, etc. Bon après elles avaient leur propre couette, mais elles avaient installé tout ça pour créer une sorte de tente. Bon, le problème c'est que moi quand je me lève, j'aurais tendance à me prendre la table en pleine tête, mais bon, ça c'est mon côté qui se lève avec la tête dans le cul. Oui, les lampes détecteurs de mouvement, pour moi ça aurait été parfait. C'est pour ça que j'y ai pensé en plus, hein, voilà. Donc voilà, c'est une option, créer une sorte de tente système D MacGyver, ça peut être une solution. Bon, je dédramatise un petit peu la situation. Techniquement, nous, là, en hiver 2022-2023, on est censé avoir des coupures dans la période de 8h à 13h ou de 18h à 20h. Donc normalement, l'heure du coucher ne devrait pas être touchée. Au niveau de nourriture, bon, forcément, encore une fois, si on est dans l'optique du délestage, on est juste sur de la préparation et puis temporiser un petit peu les choses. Après, moi, cette préparation-là que je fais, c'est dans le cas d'une coupure d'électricité basique. Pas forcément de délestage, mais une coupure d'électricité où je ne sais pas combien de temps va durer la coupure. Donc, il te faut de quoi chauffer ta nourriture ou ton eau pour ta boisson. Donc, pour chauffer ta nourriture, je te conseille un réchaud de camping. Moi, je l'ai acheté il y a 2 ans maintenant. C'est un petit réchaud que j'avais acheté, je ne sais pas si je peux t'ouvrir. Donc, le réchaud se présente comme ça. Tu as ta réserve de gaz qui se met ici. Et du coup, tu as ta plaque ici pour pouvoir faire chauffer. Donc, moi, c'est un petit réchaud de camping parce que je suis seule. Et donc, je n'ai pas besoin de faire de la cuisine pour un régiment. Mais si j'avais été mère de famille, je pense que j'aurais anticipé à essayer de trouver soit un réchaud à 2 feux, je ne sais pas si ça existe, soit avoir 2 réchauds, même si du coup ça augmente, ça double la consommation de gaz, mais vraiment pour simplifier les choses, si tu dois faire plusieurs plats ou une quantité supérieure, ça peut être embêtant de devoir faire chauffer un truc et puis faire chauffer l'autre, et puis du coup le premier plat est en train de refroidir. Bref, ça c'est un truc, une organisation qui nécessite réflexion de ton côté, mais moi je me suis acheté ça et du coup j'ai les petites cartouches qui vont avec. Je crois que j'en ai 2 en tout, enfin 2 fois 4 bouteilles, donc à voir. Ça peut être quelque chose, un investissement à faire qui peut être intéressant. Avant d'avoir ce réchaud à gaz, j'avais acheté, parce que c'était un peu plus dans mon budget, j'avais acheté une sorte de petit réchaud, enfin c'est pas un réchaud, mais c'est un système de randonnée. Donc du coup, c'est quelque chose qui se présente comme ça.
que tu vas fixer sur une bonbonne de gaz et qui va venir se positionner comme ça, et où tu vas pouvoir, sur une petite casserole, faire chauffer l'eau nécessaire pour la soupe, les pâtes, le riz, bref, les petits trucs du quotidien. Donc ça, c'est quelque chose qui peut être intéressant parce que ça prend pas de place. Donc niveau, si tu es vraiment limité dans la place que tu as chez toi, ça peut être intéressant. Par contre, niveau stabilité, je suis pas sûre que ce soit top, et c'est un petit peu ce qui m'a fait basculer sur le grand réchaud. Mais je me dis, si j'ai besoin de 2 sources de chauffage, ben j'ai mon réchaud et j'ai ça. Donc ça peut être quelque chose d'intéressant à avoir. Tu mets ça dans un coin, tu te mets 1 ou 2 bonbonnes comme ça, et du coup, ben, tu sais que en cas de besoin, tu peux te faire chauffer de l'eau pour ton café, pour ton thé, tu peux te faire une soupe, tu peux te faire des ramen, tu peux te faire des pâtes de riz. Bref, avoir des trucs de base. Et du coup, ne pas stresser pour te dire, mon Dieu, comment est-ce que je vais faire pour manger ou pour nourrir mes enfants. Parce qu'à la rigueur, nous, on sait qu'on peut passer plusieurs jours même sans manger, mais les enfants, c'est toujours un peu plus compliqué de leur dire, bah, écoute, il faut que tu attendes, il n'y a pas de chauffage, il n'y a pas d'électricité, mais donc attends, sois patient. C'est rare que les enfants soient réceptifs à ça. Au niveau de la nourriture et de tout ce qui est boisson, je te conseille également d'investir dans quelque chose qui va te permettre de garder au chaud. Donc soit les boissons, soit éventuellement un plat, à toi de voir. Moi, je pense qu'au niveau des plats, je vais pas forcément investir, mais par contre, j'ai vraiment envie d'investir dans une thermos, donc quelque chose de beaucoup plus grand. Moi, j'envisage de m'acheter une thermos qui fait 2 litres, et donc mon objectif, donc encore une fois, je le répète parce que pour moi c'est important, pour du délestage, c'est-à-dire 2-3 heures, je vais pas forcément faire ça. Mais par contre, si on est réellement sur une coupure, le matin, je fais chauffer 2 litres d'eau que je vais mettre dans ma thermos, et je sais que quoi qu'il arrive, je vais avoir 2 litres d'eau bouillante qui m'attendent, que je pourrais utiliser soit pour du café, je bois pas de café, mais bon, éventuellement si j'ai quelqu'un avec moi, soit pour du thé, soit pour des soupes instantanées que je n'achète pas en temps normal, mais là je me dis peut-être éventuellement je m'achèterai 2-3 petits sacs de soupe instantanée. Des ramen, c'est pareil, tu as juste besoin d'eau chaude et tu rajoutes l'eau chaude sur tes ramen et ça cuit tout seul. Donc avoir 2-3 petits trucs comme ça, et j'ai juste besoin d'avoir de l'eau chaude, et je vais pas forcément rallumer mon réchaud constamment tout au long de la journée, parce que du coup je vais gaspiller encore plus de gaz alors que je peux le faire une fois le midi, enfin le matin, et une fois l'après-midi éventuellement si on a vraiment des longues coupures. Mais je pense que ça peut être quelque chose d'intéressant. Et puis éventuellement prévoir aussi de l'eau pour ta bouillotte. Donc voilà. Je regarde. Avoir un peu de réserve, ça peut être, c'est quelque chose que je te conseille de toute façon en temps normal. Tu sais que moi je suis en préparation et peaufinage d'une réserve de manière globale. Ça fait des années que je te promets de te faire la vidéo, je ne te l'ai toujours pas faite, mais peut-être que cette vidéo-là sera le déclencheur pour moi pour faire d'autres vidéos prévoyance. Mais c'est intéressant pour moi d'avoir une réserve. Alors je te demande pas d'avoir 6 mois, 1 an, 10 ans de réserve, parce que ça n'est pas forcément possible financièrement, et ça n'est pas forcément possible au niveau du stockage, parce que tu n'as pas forcément beaucoup de place, que tu sois en maison ou en appartement d'ailleurs. Mais du coup, il peut arriver, et c'est déjà arrivé, que pour une raison X ou Y, les magasins ne soient pas approvisionnés. Soit parce que l'usine est actuellement fermée parce qu'elle veut faire des économies au niveau de l'électricité, hashtag William Sorin et compagnie, soit parce qu'il y a une pénurie d'essence, et donc les livreurs ne peuvent pas faire leur travail parce que leurs camions ne peuvent pas être remplis d'essence, soit parce qu'il y a des grèves et donc des blocages sur les routes, soit parce que il y a des manifs qui ont mal tourné, et qu'il y a vraiment, j'exagère le trait, mais il y a des barricades, et du coup, là où tu habites, surtout si tu es en centre-ville comme moi, tout est bloqué et tu ne peux pas, les magasins ne sont pas approvisionnés. Je regarde s'il y a d'autres, voilà, ou soit magasins qui sont vides par rapport à tous ces problèmes dont je viens de citer, soit tout simplement, toi, tu ne peux pas te déplacer au magasin parce que tu n'as plus d'essence dans ta voiture. Donc, important d'avoir au moins une semaine. Moi, je te dirais minimum 1 mois, voire 3 mois. Tu peux pas avoir 1 mois ou 3 mois pour tout, mais tu peux avoir des pâtes, tu peux avoir du riz. Essaye de stocker un petit peu de ça, surtout le riz. En ce moment, je sais qu'il y a
des rumeurs qui nous parlent de pénurie à partir de 2023 au niveau du riz. Donc ça va être important pour toi que tu anticipes tout ça. Ça c'est quelque chose que je parle beaucoup avec les gens dans mon entourage, mais les informations, si tu veux les avoir, tu les trouves. Comme je t'ai dit, moi ça fait longtemps que je sais qu'il va y avoir des coupures d'électricité. Je savais bien avant que BFM nous le dise qu'il y allait avoir des coupures, qu'il allait y avoir des pénuries dans les magasins. Je savais bien avant tout le monde qu'il allait avoir, enfin, tout plein de choses, tout simplement parce que j'ai été chercher l'information. Je ne me suis pas bornée et je ne me suis pas arrêtée simplement à l'information de ce que les médias mainstream me donnent. Parce que les médias mainstream ne te donnent que ce qu'il leur semble utile de te donner. Donc je sais que là c'est mon côté complotiste qui ressort, t'inquiète, je vais prendre une lampée de montée, ça va faire descendre le truc. Mais voilà, quoi qu'il en soit, c'est que bon, en tant que complotiste, je me suis pas plantée beaucoup en 3 ans. Je me suis jamais plantée en fait. Les seuls paramètres où je me plante, c'est au niveau de la temporalité. C'est-à-dire que moi, il y a des fois, je te prévois un truc là, et en fait, ça arrive juste 2 mois ou 3 mois après, mais la situation arrive. Donc, être à l'affût des informations. Je vais pas te tenir la main pour te dire oui, il faut que tu ailles chercher l'information. YouTube est assez simple d'utilisation. L'internet est assez facile d'utilisation, à toi de faire tes propres recherches et à être autonome par rapport à ça, et du coup à avoir des informations qui te permettent de te préparer. Bref, avoir de tout ce que j'appelle des aliments instantanés. Tu sais, les petites soupes là, qui sont pleines d'exhausteurs de goût et tout ça, là, c'est des trucs que moi j'ai banni de mon alimentation depuis fichtrement longtemps, mais dans des cas de rupture de la normalité plus ou moins longue, ou plus ou moins courte, si on parle des délestages, c'est toujours intéressant d'avoir un petit sachet de soupe instantané, tu fais ça, tu verses un peu d'eau, tu as ta petite tasse de thé, c'est réconfortant, ça te tient le ventre, une petite tranchouillette de pain à côté, ça passe. Et on repart pour ce que tu as à faire. Pareil pour tout ce qui est éventuellement avoir à disposition des pâtés ou des trucs comme ça que tu vas pouvoir manger froid. Moi, c'est la première chose qui me vient. Le thon aussi, tu peux manger froid. Moi, je suis pas fan de thon, donc les sardines, voilà. Avoir des petits trucs comme ça, que tu sais que tu vas pouvoir ouvrir ça et tu vas pouvoir faire... je sais pas moi, une petite soupe où tu vas pouvoir faire des pâtes ou du riz et ça va passer. C'est pas gastronomique, mais ça passe si vraiment on est dans une situation où de toute façon c'est ça ou rien. Donc voilà. Autre chose que moi je te conseille, on n'est pas très habitué à ça, mais moi c'est un produit que j'ai découvert quand je vivais au Québec, c'est le beurre de peanut, enfin le beurre d'arachide, pardon, ou le beurre de cacahuète. Il faut aimer ça, il faut pas être allergique à ça. Mais c'est un aliment qui, tu tartines ça au tranquille ou tu le manges à la cuillère. Si t'es déprimé, ça marche bien. Mais tu tartines ça sur une tranche de pain et franchement, ça tient bien le ventre et ça va apporter assez de calories qui vont pouvoir te permettre de tenir, surtout si tu as... je sais pas moi, pas mal d'efforts à faire physique. Ça peut être quelque chose à avoir à la maison, ça peut être intéressant. Et comme je t'ai dit, des soupes instantanées, du café soluble, du thé, du chocolat chaud, enfin du chocolat en poudre, du chocolat. Tu connais le chocolat, mais le chocolat, est-ce que tu connais? Des ramen, c'est pareil, c'est quelque chose que j'évite d'avoir parce que j'ai tendance à grignoter les pâtes toutes seules crues. Oui, je suis ce genre de... Voilà. Donc, j'évite d'en avoir, mais dans des circonstances comme ça, tu te dis, le paquet de ramen, voilà, tu as juste besoin d'eau chaude, et donc, t'as prévu ta thermos d'eau chaude, tu peux te faire des ramen, du thé, du café, ça peut être simple, tu te prends pas la tête. Je regarde éventuellement des barres énergétiques, ça peut être intéressant d'avoir. Si tu n'aimes pas le café soluble, t'as la bonne vieille méthode de la cafetière manuelle. Donc à toi de voir. Petit conseil par contre, parce que ça je sais que j'ai une amie qui avait eu de la difficulté, donc c'est une expérience vécue. Elle avait eu, elle, une coupure d'électricité par rapport à des travaux dans son quartier, et je lui avais conseillé du coup les mêmes conseils que je suis en train de te donner. Mais j'avais pas anticipé le fait qu'elle s'était acheté une cafetière manuelle, mais elle utilisait, elle, avant, un moulin, tu sais, pour moudre ses grains de café, électrique.
Et moi, ça m'est sorti de la tête parce que je ne bois pas de café, donc forcément, j'ai pas pensé à la méthodologie de la chose. Mais du coup, elle s'est retrouvée très con avec sa cafetière manuelle et ses grains de café et son moulin électrique. Donc du coup, ben, après cette problématique, elle a investi dans un petit moulin manuel. Donc ça, c'est pour ça que je te dis, c'est important que tu vois en fonction de ta vie. Bah tu vois, ça c'est clairement quelque chose auquel moi, j'aurais pas pensé. Parce que ça fait pas partie de mon quotidien. Donc vraiment anticipe les choses, vois comment tu fonctionnes, quels sont tes besoins au quotidien et essaye de voir s'il y a une alternative offline, une alternative sans électricité qui te permet éventuellement de pallier à la difficulté de il y a une coupure d'électricité, comment est-ce que je fais pour pouvoir vivre à peu près normalement. Quatrième poste, l'eau. Je t'en ai parlé déjà bien longuement tout à l'heure, mais c'est important que tu aies de l'eau pour la consommation, éventuellement de l'eau pour le ménage de la maison. Encore une fois, là, je te brosse le tableau et j'étire sur des coupures d'électricité plus longues que les fameux délestages. Normalement, en délestage, tu te poses même pas cette question. En 3 heures, à moins que tu sois brivante de camp et que tu sois maniaco et que tu aies besoin de récurer chaque truc et que voilà. Mais sinon, en 3 heures, t'as pas besoin de faire un ménage, de récurer du sol au plafond. Mais si c'est quelque chose de plus long, prévoir de l'eau pour la consommation, pour l'hygiène et pour le ménage. Et ben, voir comment tu vas utiliser. Si tu peux faire de la récupération d'eau de pluie, ben, ça pourrait être utilisé pour le ménage ou pour laver des vêtements, des choses comme ça, ou pour la vaisselle et encore. Je sais pas. Je sais pas si pour la vaisselle, c'est quelque chose qui est pertinent, étant donné qu'il peut quand même y avoir des bactéries dans l'eau, à moins que tu la fasses bouillir. Sujet à étudier. Je vais me le noter et je verrai de mon côté, mais je te laisserai faire tes propres recherches. Donc, avoir, comme je t'avais dit tout à l'heure, des bidons d'eau. Face, tu peux te taire, s'il te plaît. Merci. Avoir des bouteilles d'eau, éventuellement avoir des jerrycans que tu peux remplir au dernier moment. Comme je t'ai dit, délestage, ben, tu le sais 3 jours à l'avance. Donc quand tu as l'alerte, pouf, tu remplis tes jerrycans, tu les mets de côté et comme ça au moins t'es tranquille. D'ailleurs, ça me fait penser à quelque chose que j'ai oublié de parler et qui est fichtrement important. Donc j'en t'en parlerai dans quelques instants. Donc eau, tu prévois. Tu n'oublies pas que tu vas avoir besoin de ça. Du coup, je reviens rapidement sur le côté nourriture. Quand il y a des coupures d'électricité, l'une de nos premières peurs, c'est « Oh mon Dieu, mon congélateur, il va décongeler ». Le truc du congélateur, moi je me suis posé la même question. En temps normal, arrivé à l'automne, je commence à remplir un peu mon congélateur pour pouvoir avoir du stock pour du au cas où. Et là, du coup, cet été, je n'ai pas osé parce que moi, j'ai l'information des coupures d'électricité depuis pas mal de temps. Du coup, quand est arrivé cet été, le moment de commencer à préparer du coup mon automne, ben, je n'ai pas trop osé utiliser et blinder mon congèle en me disant, bah ouais, mais du coup, je remplis mon congèle, mais s'il y a des coupures d'électricité, je vais tout perdre. Alors, du coup, ce que je ne savais pas à l'époque, c'est qu'un congélateur qui fonctionne bien, c'est détail important, qui fonctionne bien et qui est quand même relativement rempli, peut garder le froid entre 10 et 48 heures. En notant que tu n'ouvres pas la porte toutes les 15 secondes pour vérifier que c'est toujours congelé. Donc, normalement, tu ne devrais pas t'inquiéter par rapport au délestage de 2-3 heures. Si on est encore dans ce cas de figure-là. Après, si c'est plus long, bah là, malheureusement, comme je t'ai dit, mis à part éviter d'ouvrir le congèle et surtout avoir vraiment le congèle plein, parce que plus le congèle va être plein, du coup, plus les aliments qui sont dedans vont du coup participer au fait que le froid va rester à l'intérieur du congélateur. Donc, ça va pas pouvoir durer des jours et des jours, mais au moins, tu vas pouvoir limiter les dégâts. Donc, a priori, par rapport à ça, on ne devrait pas trop avoir de problème dans le cadre de notre problématique là de décembre. En dehors de ça, je te conseille de toujours avoir un système d'aperçu pour être sûr que ton congèle n'a pas décongelé quand tu étais absent dans la journée ou etc. et que ça n'a pas recongelé. Tu vas t'acheter une petite bouteille d'eau. C'est pas obligé que ce soit une grande bouteille, mais vraiment une toute petite. Alors soit tu bois l'eau parce que tu veux éviter de mettre de l'eau minérale au congélateur qui va rester là pendant des années et des années. Et tu remplis la bouteille d'eau, tu la mets au congèle, tu attends que l'eau gèle bien. Et ensuite, une fois que l'eau est bien gelée, donc elle est dure, tu vas poser dessus une pièce de 1 centime. Et cette pièce de 1 centime, ça va être ton repère. Si tu n'as pas un thermomètre que tu laisses à disposition dans ton congèle, moi j'en ai pas, et pour moi c'est mon repère. Donc si la pièce elle reste au-dessus de l'eau, ça veut dire qu'il n'y a pas eu de décongélation et recongélation, donc pas de problème.
ton congèle et l'alimentation que tu as dans ton congèle est toujours consommable. Si ta pièce, elle est descendue, elle se retrouve prise dans la glace au milieu de ta bouteille ou un peu en dessous du niveau de l'eau, mais ça veut dire qu'il y a eu un début de décongélation et que ça a recongelé par la suite. Donc, ton alimentation n'est plus consommable. Donc pour moi, ça c'est un repère que je garde tout le temps, parce que ça m'arrive parfois de partir chez mon père, de revenir 24 ou 48 heures après, et du coup, je ne sais pas s'il y a eu une coupure ou s'il y a eu une problématique. Ça m'est déjà arrivé, c'est pour ça que moi je t'en parle. Il y avait eu des travaux sur la place, et du coup, il y avait eu une coupure d'électricité qui n'était pas prévue, et c'était mon voisin qui m'avait averti, parce que lui, il avait dû jeter tout ce qu'il avait dans son congèle, et du coup, c'était comme ça que j'avais trouvé cette idée de petites bouteilles et de petits, j'ai plus le terme, ça m'énerve, mais de marqueurs pour vérifier. Donc ça, c'est la petite astuce pour ton congèle, ça peut être quelque chose d'intéressant. Je reviens du coup à mes postes à vérifier. Donc le poste énergie. Je t'en ai parlé tout à l'heure un petit peu avec ma petite lampe multi-usage hyper intéressante, mais ça peut être intéressant que tu aies une capacité d'autonomie pour l'énergie, donc déjà pour faire fonctionner notre satané téléphone, mais pour d'autres appareils éventuellement. Donc si tu es en appartement et si tu peux te le permettre, tu sens venir le truc compliqué à acheter, tu peux éventuellement investir dans un groupe électrogène. Je pense que ça peut être un achat pertinent au vu de la situation mondiale et la situation de notre système en France, etc. Je pense que ça peut être intéressant d'avoir cet élément de secours-là, en sachant que du coup ça va nécessiter aussi que tu aies pétrole, que tu aies l'essence pour pouvoir le faire fonctionner. Mais si tu ne peux pas te permettre ça, tu peux au moins avoir, tu sais, des batteries externes. J'en ai 2 qui fonctionnent plus ou moins bien, mais que tu utilises normalement pour recharger ton téléphone. Comme je te l'ai dit, tu peux avoir des petits objets comme ça qui sont multi-usages. Donc moi, elle fait radio, elle fait lampe de poche, elle est aussi batterie externe. Donc lampe de poche, et elle fait lumière aussi ici sur le côté, et je peux la recharger soit par pile, il me semble, voilà, je peux la recharger par pile, je peux la recharger en USB ou sur la prise secteur, mais bon, a priori si j'ai besoin de ça, c'est qu'il n'y a pas de courant, et ils disent que je peux recharger avec le solaire qui est ici, mais je pense que c'est plus du gadget qu'autre chose. Je suis pas convaincue que ça me serve énormément le côté solaire. Par contre, et ça c'est quelque chose que moi j'aurais aimé pouvoir investir, mais je ne peux point, donc c'est sur ma wishlist. Mais une de mes nombreuses wishlists. Oui, j'ai une wishlist prévoyance survivalisme. Écoute, hein, on s'amuse comme on peut. Et du coup, dans cette wishlist, je me suis mis des panneaux solaires, ce qu'on appelle les panneaux solaires de randonnée, je crois. Des trucs qui sont à un format pratiquement A4 quand c'est plié, et tu déplies, tu vas avoir soit 2, soit 4 ou 3 panneaux, bref. Et c'est quelque chose qui peut te permettre de pouvoir recharger soit des piles, recharger une batterie, un condensateur, une batterie externe, et qui va pouvoir te permettre d'utiliser du petit, soit les téléphones, soit un portable ou un ordinateur si tu as besoin, bref. Des petits trucs du quotidien, ça te permettra pas de faire du gros stockage d'électricité, mais ça peut être intéressant, surtout si tu es en appartement. Après, si tu es en maison, ça peut être éventuellement, dépendamment où tu habites, intéressant de réfléchir à investir dans des vrais panneaux solaires, entre guillemets, parce que les autres, c'est vraiment des petits panneaux plus gadgets, là, pour le coup, mais des vrais panneaux solaires que tu pourrais installer chez toi et qui pourraient éventuellement t'apporter un peu d'électricité pour pouvoir avoir le frigo, le congèle, etc. qui vont fonctionner. Là, honnêtement, je m'y connais absolument pas, donc je te laisserai faire tes propres recherches, mais ça peut être quelque chose d'intéressant pour le long terme, tu vois. Pour du long terme, ça peut être intéressant que tu vois à ce type d'investissement pour le délestage et pour la situation qui nous occupe maintenant. Je pense que juste avoir une batterie externe, soit batterie externe seule que tu peux acheter facilement, il y en a qui coûtent pas très très cher, ou batterie externe que tu vas pouvoir avoir jumelée dans un truc magique qui fait plusieurs choses. À toi de voir ce qui te semble le plus pertinent. 6e poste, il est où? Il est là, l'hygiène.
C'est aussi important. L'hygiène, alors tu as du coup, te laver, hein, tout simplement. Donc, tu as l'option douche de camping. Donc, la douche de camping, je sais pas si tu as déjà vu ça, mais en gros, c'est une sorte de sac que tu vas remplir d'eau. Et ensuite, tu as ta petite douchette et du coup, tu te douches. Donc, tu as un petit bouton qui te permet de faire couler l'eau ou pas. Donc, ça t'évite de gaspiller de l'eau. Donc, ça peut être une solution. Bon, après, est-ce que c'est intéressant pour les délestages de 2-3 heures? Je suis pas sûre. Je pense que dans ces cas-là, tu peux te débrouiller avec une bassine et puis le gant de grand-mère, tu vois, hein, la solution système D. Et vraiment, tu peux aussi investir dans des petites lingettes, les petites lingettes nettoyantes, ça peut être le truc qui peut te servir. Mais bon, pour moi, c'est plus anecdotique. La bonne vieille bassine avec le gant et le savon, ça marche très bien. Si vraiment tu veux avoir de l'eau chaude, tu te récupères l'eau que tu as dans ta thermos. Et puis voilà, hein, j'ai envie de te dire, pour quelques heures, on va pas commencer à faire les fines bouches et à râler parce qu'on n'a pas pu se faire le lavage de tête, etc. Donc, au niveau de l'hygiène, je ne vais pas m'attarder plus longtemps. On est, j'allais dire sur du détail. Non, on n'est pas sur du détail parce que c'est important, mais on est sur quelque chose j'allais dire d'assez évident. J'ai pas forcément besoin de t'expliquer qu'il va te falloir un gant, du savon et de l'eau pour te laver. Je pense que tu le sais déjà. Autre point que je trouve important et qu'on peut éventuellement oublier parce que c'est un sujet sérieux, mais que, à mon avis, c'est un sujet qui va te venir en tête très vite si tu as des enfants, c'est comment occuper les enfants et comment occuper les grands-enfants éventuellement, parce qu'en tant qu'adulte, des fois, on est plus chiant que les enfants. Donc, essayez d'avoir à la maison des livres que tu pourras lire grâce à ta magnifique lampe frontale, que tu n'auras pas besoin de tenir une lumière en même temps pour pouvoir lire ton livre. Éventuellement, donc comme je t'ai dit, des livres. J'avais noté des puzzles, mais je me dis, à réflexion, je suis pas sûre, à moins d'avoir vraiment une super lampe frontale ou une lampe qui a quand même une bonne luminosité, ça risque d'être un peu chiant, tu vois, d'essayer de voir les détails de ta pièce de puzzle. Donc, à voir. Mais sinon, tout ce qui est jeux de société, jeux de cartes, jeux de dés, voilà, ressortir les trucs qui peuvent être intéressants. Moi, je sais que c'est quelque chose que j'aimerais avoir à la maison. Je vis avec personne, donc concrètement, pour l'instant, les jeux de société me servent à rien, mais c'est totalement quelque chose que j'envisage. J'ai des amis qui viennent à la maison, au lieu de parler de politique ou d'autres choses, on peut très bien commencer à parler et à faire un jeu de société. J'aimerais bien, tu vois, investir sur des basiques, tu vois, Trivial Pursuit, Monopoly, enfin voilà, des trucs basiques que je peux stocker dans un coin et avoir à disposition au cas où. Donc, c'est quelque chose que je te conseille d'avoir. Huitième poste, les nécessaires, les choses qu'on oublie très souvent. Tout ce qui est réserve, tu vois, je t'ai parlé de réchaud, je t'ai parlé de tout plein de choses, la lampe tempête et tout ça, mais la lampe tempête, elle ne peut fonctionner que s'il y a du pétrole qui fonctionne à l'intérieur, que je vais pouvoir mettre dans ma petite réserve ici, et elle ne peut fonctionner que si j'ai la mèche qui se trouve là-dedans. Pareil pour mon réchaud. Mon réchaud ne peut fonctionner que si j'ai le gaz qui va avec. Donc pour moi, c'est les indispensables qu'on oublie très vite parce que c'est pas forcément le truc auquel on pense tout de suite, mais tout ce qui est réserve de gaz, de pétrole, d'essence, les piles, les allumettes, les briquets, l'extincteur, je te l'ai dit, pour moi c'est hyper important et en plus je prêche alors que je ne l'ai pas à la maison, donc ça c'est quelque chose que j'aimerais bien avoir, un extincteur et puis un détecteur de monoxyde de carbone si tu as des utilisations comme je t'ai dit de poêle à gaz, de poêle à pétrole, etc. Ça c'est quelque chose qui est important à avoir parce que une intoxication au monoxyde de carbone, c'est pratiquement indolore, tu t'en rends pas compte, t'as un peu mal au crâne et ensuite tu t'endors et ensuite tu te réveilles pas. C'est ballot. Alors que ça pourrait être évité. Donc vraiment, les trucs nécessaires, mais qu'on a tendance à oublier, voilà, je te l'ai donné. Et enfin, dernier point, c'est se tenir informé. Parce que l'application EcoWatt, c'est cool, tu l'as sur ton téléphone, mais si ton téléphone il a plus de batterie, tu n'as plus d'application EcoWatt. Ou moi, j'ai le site Alors attends, parce que du coup, je te l'ai pas donné. Le site, c'est monecowatt.fr. Et du coup, tu as exactement les mêmes infos. Bon, tu n'auras peut-être pas les alertes comme sur ton application, parce que du coup, l'application va te faire des notifications. Mais quoique, peut-être qu'avec le site, je pourrais avoir les notifications par mail. Bref, j'ai pas trop fouillé le truc. Mais moi-même, sur mon site, il n'y a pas d'internet. Du coup, il n'y a pas d'internet, il n'y a pas d'électricité. Je peux pas allumer mon ordi. J'ai plus l'info. D'où l'importance d'avoir une radio.
D'avoir une radio et d'avoir la station de radio qui va te donner les infos. Donc chaque département va avoir, donc ça c'est sur le site du gouvernement. Faudrait éventuellement que j'aille rechercher la page précise, mais il me semble que tu vas avoir département par département une radio qui est désignée comme étant la radio de référence du gouvernement qui va transmettre les informations en cas de nécessité. Donc je crois que sur la Bordeaux, c'est France Inter ou France Bleu ou un truc comme ça. Je sais plus, je l'ai noté quelque part, mais je m'en souviens pas, mais au moins je sais que si j'ai besoin, ben, je pourrais utiliser, parce que sinon tu vas passer ton temps à scroller de truc en truc pour essayer d'avoir la bonne information. Donc une radio, ça prend pas de place, c'est dans son coin, et puis comme je te dis, moi en plus la mienne elle fait batterie externe. Donc, elle est vraiment multifonction. Si j'y pense, je verrai à te mettre les liens. Moi, j'ai acheté celle-là sur Amazon, mais je pense que tu peux la trouver ailleurs. Mais je verrai te mettre les liens sur Amazon d'éventuellement à peu près tout ce dont je t'ai parlé. Je vais pas tout te lister, hein. Je te laisserai faire tes propres recherches de ton côté. Mais voilà. Donc ça, c'était les points qui me semblaient importants et pertinents. Et je pense que je vais m'arrêter là parce que mes cordes vocales me hurlent de fermer ma bouche en fait. Donc je pense que j'ai brossé un tableau assez large quand même des points qui me semblent importants. Je veux vraiment que tu comprennes que pour moi, te faire cette vidéo, c'est pas pour te dire « Oh mon Dieu, c'est la fin du monde, on va tous mourir ». C'est juste te dire, il y a une forte probabilité, très forte probabilité, pour qu'on ait des inconvénients cet hiver, et pour qu'on ait des inconvénients multiples à l'avenir, et pas qu'en hiver. Donc, il est intéressant de commencer à s'intéresser maintenant pour anticiper les choses, déjà pour limiter l'inconfort au moment où la situation arrivera, et pour limiter l'anxiété. Parce que je t'assure qu'à partir du moment où tu as fait une préparation, je ne veux pas dire que tu vas gérer les choses finger in the nose, mais tu vas être moins stressé, parce que tu auras réfléchi à l'éventualité qu'il se passe ce qui est en train de se passer. Donc tu seras en capacité d'avoir un minimum de recul et de l'esprit assez clair pour pouvoir prendre les bonnes décisions qui s'imposent, alors que d'autres seront un peu plus dans la réaction, dans l'émotion, et seront parfois dans l'incapacité de faire des choses pertinentes et qui se mettront peut-être même en danger. Là on parle de situations beaucoup plus dramatiques qu'une simple coupure d'électricité de 3 heures. Donc j'espère vraiment que j'ai réussi à te donner les pistes, éventuellement les objets qui vont te permettre de pouvoir commencer éventuellement à te faire ta petite boîte de prévoyance. Tu sais que tu as des pays, il me semble que c'est en Suède, où le gouvernement, alors ça impose pas, mais en fait c'est rentré dans les habitudes des habitants. Le gouvernement demande à ce que chaque habitant ait une boîte avec différents objets, et il va y avoir une radio, des lampes, etc., des allumettes, des bougies, et si tu vas sur le site du gouvernement, tu vas trouver des listes comme ça. Donc moi ce que je t'invite à faire, c'est pas à être dans la peur panique de ce qui pourrait éventuellement arriver, et ne pas être dans la préparation à l'apocalypse zombie, c'est toujours la caricature que je te donne parce que comme ça dédramatise la chose, mais juste être dans le minimum de préparation qui va te permettre à un moment donné de pouvoir à peu près sereinement, en tout cas plus sereinement que quelqu'un qui n'aurait pas fait de préparation, anticiper les choses et envisager la situation qui se présente avec la tête un peu plus froide et un peu plus calmement que voilà. Donc, je pense que je vais du coup intégrer un peu plus souvent cette thématique-là dans mes vidéos, parce que tu le sais, moi c'est quelque chose qui me... J'allais dire qui me passionne, c'est vraiment bizarre de dire que je me passionne pour le survivalisme, mais sans vraiment me passionner, c'est quelque chose qui fait partie de mon quotidien et je m'interroge. Peut-être parce que dans mon quotidien, j'ai eu à faire face à, en face de moi, un immeuble qui a pris feu, l'immeuble à côté qui a failli s'effondrer, j'ai été évacuée plusieurs fois à cause de feu au niveau de mon bâtiment. Donc, je suis peut-être plus sensibilisée à l'éventualité qu'il y ait quelque chose qui se passe et que je sois obligée de réagir vite et il faut que je sois prête. Peut-être, j'en sais rien, mais quoi qu'il en soit, je trouve hyper rassurant de me dire que je ne peux pas tout anticiper, c'est impossible, mais je peux essayer d'être un minimum prête pour le au cas où
y ait quelque chose qui se passe et que je me sente pas con et que je sois pas complètement démunie et que j'attende en pleurant que le gouvernement vienne m'apporter une bouteille d'eau et puis une couverture. Donc, je vais, comme je t'ai dit, très certainement parler de tout ça et puis du coup, peut-être te faire un peu plus découvrir vraiment mon quotidien et les choses que je fais au quotidien parce que je peux pas non plus faire énormément. Tu sais que financièrement, je suis assez limitée. Donc je ne peux faire que petit à petit, mais je crois que l'ensemble de ma manière de vivre, mon style de vie, est orienté vers quelque chose d'un peu plus prévoyant, d'un peu plus, je peux pas dire survivaliste, mais un peu plus prévoyant. Je te dis à très bientôt et d'ici là, fais attention à toi. Bye bye!